Voilà, il est 17h30 et nous sommes aussi ponctuels que le Léman Express. Le RER, pas seulement à Paris, c'est ce que disait le président de la République en novembre 2022, plus de 3 ans après la découverte de ce concept en France, le RER métropolitain, le S-Bahn comme on dit en Allemagne. Il y a une trentaine de services express régionaux métropolitains qui ont été labellisés par l'État avec des niveaux de maturité hétérogènes. Et aujourd'hui, donc 3 ans et demi après, les questions restent nombreuses. Nous allons faire le point avec les invités que je présenterai les uns après les autres au moment où ils prendront la parole. Les questions, voilà, quels sont les axes de financement, comment accélérer le mouvement, quelles sont les conditions de réussite. Est-ce qu'on doit privilégier une grande ambition qui va révolutionner les mobilités en 2050 ou les petits pas, les avances concrètes qui changent la vie des gens dès aujourd'hui ? Je m'adresse à vous tous, les invités. N'hésitez pas à donner des exemples, des lieux, des chiffres, des dates pour qu'on retienne des choses dans la salle. Moi, je suis frappé en tant que journaliste d'avoir suivi la campagne des élections municipales. Il n'a pas été question des Serm du tout. Jamais, nulle part, pratiquement pas. Je crois qu'il y a une candidate à Nantes qui a été battue au premier tour qui en parlait. Et puis c'est tout. Évidemment, dans les petites communes, ce n'était pas le sujet. Dans les grandes villes où on parlait quand même pas mal de mobilité à divers titres, ce n'était pas le sujet non plus. Même à la métropole de Lyon, où on votait pour la métropole au suffrage universel direct, il n'y a pas eu de mention des Serm du tout dans la campagne électorale. Et puis, comme vous le savez tous, on est dans une crise visiblement de nouveau des hydrocarbures et de l'énergie. On est en train de réfléchir à un plan d'électrification. Le climat, vous connaissez les conséquences qu'on voit quand même maintenant plusieurs fois par an à divers titres sur les mobilités. Donc je suis un peu surpris de ça et je voulais vous demander d'abord à chacun d'entre vous, en vous présentant peut-être chacun d'entre vous ou votre organisme, votre organisation, deux choses. Finalement, pourquoi est-ce qu'on parle aussi peu des Serm aujourd'hui ? Peut-être que ce n'est pas votre impression, mais en tout cas, c'est moi l'impression que j'en retiens. Et puis finalement aussi, quels seraient idéalement les ingrédients d'un Serm ? Comment ça doit fonctionner ? Est-ce que chacun peut donner un peu sa définition d'un Serm ou d'un RER métropolitain, puisque les deux expressions continuent à cohabiter. Je m'adresse d'abord à vous, Jean-Marc Villézy. Vous êtes ancien député, vous êtes auteur de la loi sur les Serm en 2023 et président aujourd'hui justement de l'association Objectif RER Métropolitain, association qui, je pense, tout le monde a compris son objet. Et donc, voilà, finalement, dans les municipales, peu le sujet. Et deuxièmement, quels seraient les ingrédients idéaux d'un Serm réussi ? D'abord, un grand merci à vous de mettre ce sujet au cœur de la discussion parce que, comme vous l'avez très bien dit, moi je considère que les Serm sont un des ingrédients pour faire face à la crise énergétique dans la mesure où ces Serm permettent de pouvoir offrir des alternatives aux tout-voitures à nos concitoyens. On peut effectivement, comme vous l'avez dit, regretter que le sujet des mobilités, pas que les Serm, n'ait pas été un peu plus présent dans le cadre de la discussion au niveau des municipales. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut aussi dire que dans beaucoup de territoires, la réflexion avait été d'ores et déjà menée sur le sujet des services express régionaux métropolitains. Jean-Pierre Serrus y reviendra, mais si on prend l'exemple de la région Sud, il y avait déjà 4 dossiers de Serm qui avaient déjà été pensés, déjà travaillés, déjà presque labellisés au niveau national. Donc on peut aussi se réjouir du fait que la dynamique avait été lancée avant les municipales. Pour répondre à votre question et s'appuyer sur l'article 1 de la proposition de loi que j'ai portée avec d'autres parlementaires, l'objectif, il est très simple. L'objectif, c'est de pouvoir mettre en place une notion de service au cœur des territoires dans lequel le ferroviaire est la colonne vertébrale des transports et dans lequel, effectivement, on s'appuie sur du report modal en s'appuyant sur toute forme de mobilité qui permette de redynamiser et offrir une solution de mobilité décarbonée à nos concitoyens. Donc ça, c'est la définition des services express régionaux métropolitains. Et la clé de cette ambition, c'est effectivement, et ça sera le nerf de la guerre dans les quelques mois à venir, notamment dans le cadre de la loi cadre, c'est d'offrir un véritable gage en matière de financement
Et j'espère que les parlementaires, notamment à l'Assemblée nationale, le Sénat a déjà fait un gros travail, mais notamment dans le cadre des travaux à l'Assemblée nationale, seront en capacité de porter cette ambition. On en reparlera de financement, simplement quand même, sur les élections. Alors on peut dire, oui, le débat a été traité avant, mais enfin bon, quand il était question de mobilité, et dans les grandes villes, il était question beaucoup de mobilité, hein, de métro contre tramway, d'espace public, etc. Malgré tout, ça n'a pas été, ça n'est pas apparu en fait. Hein. Donc comment ça, c'est quand même les maires, une fois qu'ils sont élus, qui vont siéger dans les métropoles et qui ensuite vont devoir également, et dans les communautés de communes autour, enfin il y a quand même un enjeu là. Et comment ça se fait en fait? Non mais vous avez raison, on peut que regretter le fait que le sujet des mobilités n'ait pas été au cœur de la discussion. Ça c'est un point très clair. Je pense qu'il serait utile, notamment chez nous, au niveau de la métropole Aix-Marseille-Provence, lorsqu'on a ce type de métropole, qu'on puisse réfléchir à un scrutin indirect, de sorte à ce qu'il y ait un vrai débat de projet contre projet, permettant justement d'aborder ces sujets. Je pense que ça faciliterait le sujet de l'appréhension de ces sujets de transport. Je comprends, c'est intéressant. Je vais pas. Mais dernière relance là-dessus, c'est même à Lyon où il y avait le scrutin direct, il a été question beaucoup de mobilité, mais pas des Serm. Voilà, c'est tout. Je constate simplement. Alors Radia Warti, vous êtes directrice de la performance des grands projets et des programmes Serm à SNCF Réseau. Peut-être la question politique, si vous le voulez aussi, mais aussi tout simplement, quels sont les ingrédients d'un Serm réussi selon vous? Alors, je représente aujourd'hui le gestionnaire d'infrastructure et le gestionnaire de gare, SNCF Réseau et SNCF Gare et Connexion, qui travaillent dans toutes les métropoles et régions qui sont aujourd'hui lancées dans des projets de Serm. Pour moi, les ingrédients d'un Serm sont essentiellement les trois suivants. C'est avant tout un projet de territoire. On vient répondre à des besoins croissants de mobilité entre les métropoles et leurs périphéries. Et les Serm pertinents sont ceux qui viennent épouser justement les mobilités au plus près de ce qui se passe sur le terrain. Ceux qui vont au-delà des frontières administratives des collectivités territoriales et qui partent vraiment d'un diagnostic de territoire précis. Les Serm, c'est des projets de service. Le S de Serm, il est fondamental. Ce sont des projets de service avant d'être des projets d'infrastructure. Et chez SNCF Réseau et SNCF Gare et Connexion, c'est une conviction chevillée au corps. Puisqu'on a la chance en France d'avoir un réseau ferroviaire qui maille extrêmement bien notre territoire. On a la chance d'avoir autour des principales métropoles françaises, mais aussi des métropoles moyennes, parce qu'on pourra aussi parler de... est-ce qu'un Serm, c'est essentiellement les 15 Serm qui étaient dans le rapport du COI de 2023, ou est-ce qu'aujourd'hui, avec les 30 projets labellisés, il faut trier? Ça pourrait être un débat. Mais à mon avis, y compris dans des métropoles moyennes, où on a des étoiles ferroviaires qui sont extrêmement bien structurées. Je pense à Tours, avec une branche une étoile à 8 branches. On arrive en fait à proposer plus de trains, parce que c'est ça en fait un Serm, c'est de mettre plus de trains sur un réseau exploité pour faire en sorte d'offrir un service qui soit lisible, régulier et qui permettent aux concitoyens en fait, de ne pas se poser la question d'un voyage sans couture. Et ça passe y compris par des gares qui offrent de nouveaux services, qui sont connectés, qui deviennent en fait de véritables pôles d'échanges multimodaux, qui sont connectés à tout un tas d'autres modes de transport, avec le ferroviaire en épine dorsale évidemment, mais qui sont connectés à des cars express, à du vélo et à tous les type de mode, métro, tramway que peut offrir une métropole. Et enfin, donc je disais projet de territoire, projet de service, et ce sont des projets partenariaux, puisqu'en fait, il faut mettre autour de la table toutes les collectivités, avec évidemment le couple région-métropole qui mène la danse, mais ça va bien au-delà. Il faut mettre autour de la table tous les maîtres d'ouvrage. Justement, le projet de loi cadre qui est en cours de discussion au Sénat il va plus loin que la loi qui avait été portée par Jean-Marc Zulesi en associant dans la structure locale de gouvernance qui va justement demain régir ce projet de service,
à la fois les collectivités, mais aussi les maîtres d'ouvrage, les financeurs, tous ceux qui ont un intérêt à ce que ces projets avancent. Donc, les 3 ingrédients principaux, c'est territoire, collégialité et service. Et quand vous dites collégialité, ça veut dire gouvernance aussi? Ça veut dire gouvernance, évidemment. Ça veut dire gouvernance avec, justement, là, on vient préciser dans le projet de loi cadre comment cette gouvernance doit s'organiser en n'associant pas uniquement les maîtres d'ouvrage, parce qu'au départ, c'était un peu ça l'esprit du projet SERM. Mais quand on vient dire ce sont des services, et les services, ça veut dire aussi de la biotique, ça veut dire le matériel roulant, mais mon collègue de SNCF Voyageurs en parlera bien mieux que moi. Ça veut dire la tarification et puis tout un tas d'autres services qui vont venir en fait composer le projet du SERM. Merci. Alors justement, Eric Stell, vous êtes directeur marketing et développement à la direction générale des TER SNCF Voyageurs. Et je vous pose la même question, de manière peut-être plus détaillée, ou finalement vous avez un point de vue commun à la SNCF? Oui, peut-être non. Il faut peut-être appuyer dessus. Peut-être en complément, effectivement. Moi, je partage cette bascule qui a eu lieu à un moment. On est parti des RER métropolitains au SERM, et cette notion de service, elle est importante parce que quelque part, ce que va chercher l'utilisateur des transports en commun, c'est ce qu'on a encore à travailler, c'est la simplicité du service qu'on va lui rendre au global. Et notre job, ça va être de rendre simple ce qui aujourd'hui est encore compliqué. Comprendre un réseau de transport, surtout quand on doit en enchaîner plusieurs, c'est pas forcément simple de rentrer dans la lecture d'un plan, d'un deuxième plan, de voir comment ça fonctionne, de décrypter des tarifs qui ne sont pas les mêmes, de devoir acheter ces titres de transport à des endroits différents. Et ça, c'est une révolution qui est en marche et qui se construit avec les régions qui sont les chefs de file de cette transformation, qui se fait petit à petit. Et c'est avec cette simplification, à la fois sur des offres, comme on le disait, avec une colonne vertébrale, des services qui s'articulent harmonieusement autour, et puis une information aux voyageurs, des tarifs les plus simples possibles. C'est ça les ingrédients qui font que, au final, on va faire sortir les gens de la voiture pour les amener vers ces mobilités durables. Merci. Guillaume de Tillières, vous êtes à la direction des études amont et mobilité chez Aegis. Et est-ce que vous portez un regard différent sur les ingrédients d'un SERM réussi? Alors ça se complète avec ce qu'on a entendu. Je reviendrai peut-être sur la première question que vous aviez sur les élus municipaux et le fait qu'en tout cas il n'y ait pas eu vraiment de positionnement sur des projets de SERM. Je pense que ce qu'il faut aussi regarder, c'est qu'on venait d'une situation avant où même côté élu ou en général, on partait surtout de projets. C'est-à-dire, il y avait un projet de tramway, un projet ferroviaire, un projet de BHNS, etc. Donc en général, on travaillait beaucoup au niveau de la planification. Alors il y a les plans de mobilité, d'accord, avant les PDU et les schémas de cohérence du territoire. Et donc il y avait un travail qui était fait. Mais ensuite, les projets avançaient projet par projet, projet ferroviaire, de tramway, de métro, etc. Et donc les SERM, on va dire, qui ont vraiment été pensés aussi pour répondre aux enjeux des métropoles, où on avait vraiment des soucis, que comme ma collègue le disait, sur la gestion au niveau des territoires et de la gouvernance, et des thématiques prégnantes au niveau des problématiques de transport dans les métropoles et surtout et beaucoup dans les grandes métropoles. Il y a eu ce travail avec justement au niveau des SERM, avec une approche globale. Alors c'est vrai qu'au niveau des municipales, peut-être que la terminologie des SERM, elle est connue plutôt par les initiés, mais pour le grand public, ça ne parle pas forcément. Je pense que c'est notamment une des raisons qui font ou qui ont fait que, au niveau des échanges dans les métropoles, etc., les gens étaient plutôt accrochés à des projets, d'accord. Mais je pense qu'on rediscute un petit peu de la mise en œuvre de cette vision long terme sur les SERM. Je pense que c'est vraiment cette cohérence qui est très importante et qui ressort un petit peu dans le travail qui a été fait depuis un an. Parce qu'en fait, on s'est vu aussi il y a un an là-dessus. Il y a eu pas mal de travail qui a été fait. Alors, il n'est peut-être pas encore visible parce que c'est beaucoup du travail d'études, d'AMO pour, on va dire, travailler sur les scénarios, les diagnostics. D'abord les diagnostics, les scénarios, d'essayer de travailler sur les trajectoires à long terme pour les SERM. Et dans les briques, et ça on va en rediscuter tout à l'heure, mais dans les éléments qui sont indispensables là-dessus, je pense que c'est vraiment déjà, comme on le voyait juste avant,
le sujet d'avoir les bons modes de transport au bon endroit et d'avoir, notamment pour l'ensemble des métropoles, une stratégie qui permet d'avoir, basée sur les armatures ferroviaires, de développement de transport. Donc bien sûr, il y a les systèmes de transport urbain, donc les lignes de tramway, de BHNS, de métro, etc. Tout ce qui est car express, donc les réseaux bus et cars, et le covoiturage avec l'ensemble des pôles d'échange et des mobilités avec les plans vélos, etc. Et ça, c'est un gros travail au niveau de la coordination globale qui s'est fait depuis 1 an et plus. 3 ans. Et 3 ans pour les premiers qui ont démarré. Alors on revient dessus, donc il était aussi une des petites remarques sur le fait que pour de nombreux gros projets, on va dire gros projets, la planification avait été démarrée avant. C'est vrai que les grands projets d'infrastructure ferroviaire, etc., ça ne se planifie pas en 2 ans ni en 5 ans, et souvent on les voit bien en avance. Par exemple, on parlait du CERM de Marseille. Les études sur le CERM de Marseille, ferroviaire, on a été impliqués dessus à partir de 2022. Donc il y a eu beaucoup de travail qui a été fait avant et qui continue. Et juste simplement, dans vos discussions avec les élus, est-ce qu'il y a des moments où vous leur dites ça c'est pas raisonnable, ou ça ce serait préférable, ou ça ce serait aberrant? Est-ce que vous avez des discussions comme ça avec les collectivités? Oui, alors il y a beaucoup. Alors comme vous le dites, il y a tout un travail aussi de pédagogie dans la discussion sur les scénarios et le travail des scénarios avec tous les partenaires, d'accord. Et de pédagogie aussi, il y a certains des partenaires qui connaissent très bien certains types de projets, d'autres partenaires et des élus qui connaissent moins. Par exemple, quand vous parlez de problématiques ferroviaires, il y a des gens qui sont familiers avec ça, d'autres pas du tout. Et donc, il y a pas mal de pédagogie, parce que quand vous parlez d'ambition de scénario, et on a tous beaucoup d'ambition pour les métropoles, mais il y a un moment, il y a le mur des investissements. Et donc, il y a toute cette discussion avec les partenaires, on va dire, qui travaillent sur la gouvernance des CERM et les élus pour avoir des ambitions, de bonnes ambitions, mais des ambitions réalistes. Et on va en rediscuter un petit peu après dans les détails, mais il y a un gros travail là-dessus qui est fait par tout le monde. Merci beaucoup. Jean-Pierre Cérus, enfin, vous êtes vice-président en charge des transports et de la mobilité durable à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a 4 CERM qui sont en cours. Vous allez nous en détailler les éléments. Mais d'abord, peut-être, c'est quoi un CERM réussi pour vous? Un CERM réussi, c'est un système de mobilité intermodale avec une co-gestion, une co-autorité à la fois régionale pour l'armature ferroviaire. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et évidemment les autorités locales, mais surtout qui offre au plus grand nombre une alternative pour se déplacer, quelle que soit son origine et sa destination. Moi, j'ai habité en région parisienne longtemps. J'avais, même si ça remonte à quelques années, déjà un système qui me permettait d'aller d'où j'étais à où je voulais aller en utilisant un service public, encore une fois, multimodal, etc. Je suis maire d'une commune. Je suis maire d'une... Alors, quelle est la proportion de la population? Ça s'appelait RER, en fait. Pardon? En Ile-de-France, c'est ça. Je suis le maire d'une commune de 6 000 habitants qui est au nord des Bouches-du-Rhône, dans la métropole Aix-Marseille-Provence. Je peux dire qu'aujourd'hui, le CERM est un projet sur ce territoire parce que nous n'avons pas encore aujourd'hui une part importante. Alors il faudrait peut-être la qualifier. Je fais confiance à toutes celles et ceux qui peuvent se poser la question. À partir de quelle proportion de la population on peut parler d'un service qui existe? Donc voilà, pour moi, la définition d'un CERM, c'est je veux aller d'un point A à un point B et j'ai le choix d'un service public. Alors évidemment, il y a un peu d'ambiguïté parce que comme on est tous en train de travailler, et je le disais à Jean-Marc Julézy qui connaît bien notre territoire, on est tous en train de travailler. Donc aussi aujourd'hui, les CERM, c'est des projets. Donc on pourrait aussi se poser la question, qu'est-ce qu'un bon projet? Un projet, là aussi, on l'a déjà dit, il s'inscrit dans une certaine continuité. Vous avez parlé des plans de mobilité, des SCOT, etc. etc. Bon, si je prends l'exemple d'Aix-Marseille-Provence, j'étais vice-président de la métropole en 2016 quand on a créé la métropole, et nous avions à l'époque élaboré, convenu et voté à l'unanimité un agenda à 20 ans de définition et de développement de services. Donc ce qui est important dans les projets, c'est qu'ils s'inscrivent évidemment, comme vous l'avez fort bien dit, comme un projet de territoire, c'est-à-dire qui soit inscrit dans les travaux des gouvernances successives de ce territoire. Puis ensuite,
Maintenant, pour que ces SERM se développent, évidemment, il faut utiliser les bonnes méthodologies. Alors là, on est sur du sur-mesure pur. Moi, j'ai 4 projets de SERM dans ma région. Je veux dire, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre parce que ce sont des territoires différents. Avignon, c'est 2 régions, 3 départements, une communauté d'agglos et 6 ou 7 communautés de communes qui sortent évidemment du Grand Avignon. Aix-Marseille-Provence, c'est une métropole, quelques territoires associés et la région. Toulon, c'est encore un autre système, et Nice, c'est encore un autre système. Et puis, ils ont tous, évidemment, leurs caractéristiques. Nice, vous voulez faire une ossature ferroviaire à Nice, elle existe déjà. Vous avez un littoral et vous avez trois vallées pénétrantes. Et les 3 sont déjà avec un système. Alors, on vient de mettre 80 millions d'euros avec SNCF Réseau et avec l'État pour résoudre le problème de liaison entre Nice et Bray. Enfin, je ne vais pas vous détailler tout ça, mais c'est infiniment plus simple que lorsque vous êtes sur la métropole d'Aix-Marseille-Provence, 92 communes, des corridors, un certain nombre qui ne sont pas équipés ou qui ne sont plus équipés parce qu'ils l'étaient avant et qu'ils ne le sont plus. Donc voilà, c'est du sur-mesure. Et donc ce sont des projets qui s'inscrivent dans la durée et sur laquelle, évidemment, le travail de concertation et de co-décision est important. Mais je voulais quand même répondre à la question pourquoi on n'en a pas parlé. La raison, elle est très simple. C'est que l'autorité qui a en charge les mobilités, c'est l'intercommunalité. Moi, je suis maire d'une commune de 6 000 habitants au milieu de 91 autres communes, dont Marseille, Aix, Aubagne, etc. etc. Bon. Le poids de chaque maire sur son intercommunalité, il faut le dire, il est relativement modeste. Donc on n'attaque pas bille en tête. Je fais une campagne. Moi, j'ai parlé de la métropole. Je suis d'ailleurs un des seuls à m'être considéré aussi comme candidat à l'élection métropolitaine, mais je ne suis pas allé jusqu'à dire il faut parler des SERM. Bon, alors, ça excuse peut-être moins les grandes villes non plus, ça n'a pas été un sujet. Dans les grandes villes non plus, ça n'a pas été un sujet. Dans les grandes villes non plus, ça n'a pas été un sujet. Non, voilà. Non, parce qu'il faut bien qu'on en ait conscience, mais avec Jean-Marc, on pourrait disserter 2 heures là-dessus. Il y a déjà un énorme progrès qui a été fait avec la loi L'Homme, puisqu'aujourd'hui, on sait qui est en charge d'eux. Mais excusez-moi, sur des élections municipales, la compétence mobilité, en tout cas dans les intercommunalités qui ont pris la compétence, puisqu'il y en a qui ne l'ont pas prise, n'est pas du ressort municipal. Et donc, ça freine un petit peu l'acuité de ce sujet. Alors, je voulais vous poser la question, puisqu'il y a eu des changements politiques dans votre région et pratiquement dans les 4 villes, en tout cas, l'extrême droite à Nice, une sorte de reconduite un peu à Toulon, mais là aussi, voilà, c'est un peu plus compliqué. Avignon, changement de majorité, et puis Marseille, visiblement, c'est de nouveau le grand amour entre la ville et la métropole. Est-ce que tout ça change des choses pour vous, à la fois sur la couleur politique et puis sur les relations finalement un peu humaines qui peuvent se créer avec les élus locaux ? Écoutez, il faut faire des constats. Sur le plan politique, évidemment, ça change les choses, puisqu'il y a eu, notamment à Avignon et à Nice, des changements importants. Mais je ne peux pas encore constater ce que ça va changer sur nos projets de SERM. Ça ne va pas changer immédiatement sur ce que sont aujourd'hui nos services express régionaux métropolitains et qui sont en cours d'élaboration. Donc il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Tout ça ne va pas être changé du soir au matin. En revanche, nous étions en train de rédiger nos documents dans le cadre de la démarche d'agrément. Évidemment, on va avoir 2-3 mois de recalage. Moi, j'ai 4 métropoles, enfin 3 métropoles et Avignon est une communauté d'agglos. Les 4 présidents ont changé, y compris à Marseille. Donc, on va voir. Mon sentiment, c'est qu'il va y avoir des changements parce que là encore, il faut que ça colle à la volonté des élus, qui est finalement la volonté des électeurs et par voie de conséquence des citoyens. Donc c'est toute la complexité de ces projets qui s'étalent sur plusieurs mandats, dont on élabore une ébauche, et puis il peut y avoir des changements de majorité, et puis on doit élaborer la version définitive. Puis après, moi je suis plutôt favorable à des agendas où on a de la revoyure, où on recale
par phase ce qu'il y a lieu de recaler, plutôt que d'être sur on veut aller là et quoi qu'il arrive, on y arrivera à cette date. Ça, j'y crois pas trop. Et des événements tels que des changements de majorité peuvent transformer les choses. Mais je veux terminer sur une note positive. Très franchement, il peut y avoir sur les infrastructures, sur tout un ensemble de sujets, des débats et même des débats très contradictoires. Par contre, sur la volonté de développer des services express régionaux métropolitains, moi je n'ai pas entendu, en tout cas dans ma région, de voix dissonantes. Tout le monde est aujourd'hui mobilisé pour pouvoir développer ces services. Sur les SERM, non, mais quand même, le nouveau maire de Cagnes-sur-Mer, qui est un ancien député à l'Assemblée nationale, est hostile au tramway. Il l'a dit. Donc, oui, à un moment, ça veut dire que les transports publics, c'est pas trop son truc. Non, mais, enfin, moi, vous savez, non, mais... Je ne le connais pas, ce monsieur. Donc, si vous le connaissez, moi, généralement, oui, je parle en connaissance. À ma connaissance, il n'est ni président de la métropole. Non, d'accord, mais... Et il ne sera pas vice-président en charge des transports, puisque c'est un autre qui est du Rassemblement national, d'ailleurs. Donc, je ne vais pas vanter les mérites. En tout cas, je n'ai pas entendu à Nice, pendant la campagne, une opposition à développer un service de transport. Alors après, on va juger sur pièce, on verra ce qui évolue. C'est sûr que son prédécesseur à Cagnes-sur-Mer, mon ami Louis Nègre, était beaucoup plus favorable au tramway. Je pense que personne ne l'ignore ici. Merci. Il y a une autre question qui, au-delà du contexte politique, se pose évidemment, c'est la question du financement qui est majeure. Vous me l'avez tous dit quand on a préparé cette séance. Et peut-être, Monsieur Cyrus, gardez la parole sur ce sujet. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? Quelles sont vos attentes en matière de financement ? Qui doit financer ? Quand ? Comment ? Vous savez, les élus municipaux, les élus métropolitains, intercommunaux, les élus départementaux, les élus régionaux, on est avant tout très pragmatique pour la majorité d'entre nous. Voilà. Ça se saurait si les projets de services express régionaux métropolitains étaient nés de la volonté du président de la République, même si ça a beaucoup aidé, ou encore même de la loi sur laquelle a largement collaboré Jean-Marc Zulesi, qui est une très bonne loi, mais c'est né avant cette volonté de développer ces services. Voilà. Donc on va être pragmatique encore. Il était prévu dans la loi, je suis prêt évidemment à en discuter avec Jean-Marc. Vous avez bien compris, on n'habite pas très loin. Il est à Salon de Provence, moi je suis à la Roque-d'Enterron. On est à 25 km l'un de l'autre, on connaît bien nos territoires. Il était prévu 25 dans la... km et combien en transport public ? Voilà. En temps ? Il était, oui, 25 km, c'est parfait. Il y a d'ailleurs beaucoup d'autocars de la métropole qui relient le lycée de la Roque-d'Enterron et les lycéens vont à Salon de Provence. Oui, je reviens à l'essentiel. Il était prévu dans la loi, justement, une conférence pour le financement des SERM. Alors, moi, en tant que participant à cette conférence, je ressors un peu frustré. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette conférence, sur la dette grise, sur le financement de beaucoup de choses, sauf sur les SERM. Donc ça se saurait, si ça nous avait découragés, on aurait dit, bon, puisque on n'en a pas parlé, non, on va continuer, quoi qu'il arrive, que ce soit à l'échelon régional ou que ce soit à l'échelon métropolitain, à développer, parce que c'est le sens de l'histoire. Ce service, il répond à des besoins de qualité de vie, de développement de l'économie et de transition écologique. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui un seul élu qui est à l'écart de ça ? Donc on va continuer. Avec quel argent, quoi. Maintenant, si on veut que ça aille vite, et je pense qu'il faut que ça aille vite, en particulier sur les 3 ressorts, si vous prenez la transition écologique, on ne sera pas à la neutralité carbone dans les territoires que je connais dans ma région si on n'a pas largement avancé sur nos projets de SERM. Et pour avancer largement, il faut avancer surtout rapidement. Et aujourd'hui, les territoires dont je parle, les modes de financement ne permettent pas d'aller assez vite. Donc la question, ce n'est pas est-ce qu'on va financer ? On risque de mettre plus de temps qu'il ne faudrait, mais on continuera à développer nos services. Le sujet, c'est est-ce que
on va avoir une accélération, et notamment en termes de financement. On parlera des services après, parce qu'effectivement, c'est peut-être un contexte politique compliqué et pas d'argent, donc effectivement, à un moment, il faut quand même faire des choses. Mais avant ça, Jean-Marc Zulesi, sur la question du financement, effectivement, la loi cadre ne prévoit pas vraiment de financement pour les SERM, à ma connaissance. Il y a quand même une proposition de loi qui a été déposée par Christine Arrigui, une députée écologiste, sur le financement des SERM. Est-ce que vous l'avez rencontrée sur ce sujet ? Oui, on a longtemps débattu avec la députée Arrigui, très engagée sur ces sujets. D'ailleurs, on va être auditionné dans le cadre de notre association et dans le cadre de ces travaux pour discuter de ces sujets. Mais là où vous avez 100% raison, c'est qu'il faut être très respectueux du travail qui est à la fois réalisé par nos élus, par la cellule qui s'occupe de l'instruction de ces dossiers au niveau du ministère des Transports, et ils sont bien représentés aujourd'hui dans cette salle. Pourquoi est-ce que je dis respectueux ? Parce que derrière tout ça, je sais qu'il y a une volonté d'avoir le tampon de la labellisation, mais derrière tout ça, il y a une volonté d'aller chercher du financement. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'il y a eu un engagement dans le cadre de la proposition de loi que j'ai portée d'avoir une conférence de financement spécifique pour expliquer comment est-ce qu'on allait financer ça. Et donc, moi, je proposerai aux députés et anciens collègues de proposer un certain nombre de choses qui nous permettent de financer les services express régionaux métropolitains. Je pense notamment, dans le cadre de la proposition de Madame Arrigui, de pouvoir capter les plus-values issues de l'immobilier, puisque, vous le savez, dans le cadre de la proposition de loi que j'ai portée, ce n'est pas qu'un sujet d'infrastructure, c'est un sujet d'aménagement du territoire, de mise en place de ce qu'on appelle de quartiers de gare. Et donc, on le voit, quand une solution de mobilité arrive, bien forcément, ça profite au territoire et l'immobilier, la valeur immobilière augmente. Donc sur ce point-là, je pense qu'il serait utile qu'on puisse capter tout ou partie de cette plus-value. Il y a un choix politique très clair à faire sur les C2E, sur les quotas carbone, où si le gouvernement, si l'État veut véritablement mettre les moyens et considère que les SERM sont une priorité, alors il faut flécher certains agents sur les services express régionaux métropolitains et s'engager sur une clé de répartition assez claire en disant que l'État participe à minima d'un tiers au financement des services express régionaux métropolitains. Voilà en synthèse le message que nous porterons au nom de l'association. Je le dis d'autant plus qu'il ne faut pas oublier d'autres paramètres. On a parlé du service, on a parlé des infrastructures, mais n'oublions pas aussi de travailler avec les industriels, et en particulier sur le matériel roulant, de sorte à ce qu'on n'ait pas aussi un caractère un peu déceptif à la fin, où on n'ait pas mis autour de la table ces industriels et qu'on n'ait pas de solutions de matériel roulant adaptées à nos services express régionaux métropolitains, d'autant plus que, et là aussi vous l'avez très bien dit, les SERM, ce n'est pas une idée nouvelle, et on peut très bien aussi capitaliser sur le SERM de Strasbourg, sur le SERM aussi de Bordeaux, où on a déjà ce retour d'expérience sur les infrastructures et sur le matériel roulant. Merci beaucoup. Radia Warti, sur la question du financement. Comment on fait ? Voilà. Comment on fait ? Qu'est-ce que vous attendez de l'État finalement ? Et la question subsidiaire, mais qui viendra après, c'est comment on fait quand on n'en a pas beaucoup de financement ? Alors, je pense qu'il manque autour de cette table ronde quelques acteurs plus légitimes pour évoquer le sujet du financement des SERM. Moi, j'aime beaucoup la notion de pragmatisme qu'a évoqué le vice-président Cérus, puisque chez SNCF Réseau et Gares et Connexions, on a une approche des projets SERM qui est très pragmatique, qui est une approche frugale. La première des étapes d'un SERM, c'est de maximiser l'usage du réseau existant. Et il y a tout un tas d'endroits où il y a encore de la capacité, où on peut aller chercher de la capacité, on a des outils pour ça. On l'a prouvé dans certains territoires, je pense à Rennes, avec le projet de train sur une même voie, qui a permis d'augmenter la capacité de 30% dans la gare de Rennes et d'augmenter substantiellement le nombre d'allers-retours en TER. On a la possibilité d'équiper en signalisation ERTMS pour offrir de la capacité en ligne et en gare dans tout un tas d'endroits. Donc, avant de penser nouvelles recettes, et je pense que c'est un réel sujet, et Jean-Marc Zulesi a raison de dire qu'il faut s'attaquer à ce sujet, et que effectivement les conclusions d'Ambition France Transport ont pu être déceptives pour certains. Je voudrais aussi mettre en face des projets SERM, parce qu'en fait, c'est
c'est cohérent. La priorité qui a été accordée à la régénération du réseau, à la modernisation du réseau, qui est une des grandes conclusions en fait, de cette conférence Ambition France Transport, c'est pour nous, pour le groupe SNCF en grand, une étape historique. On va inscrire dans le projet de loi cadre qui est en cours de discussion, après des décennies d'errement, que la priorité dans le financement des infrastructures de transport, c'est la modernisation du réseau existant. Enfin, rien que ça, il faut s'arrêter là-dessus un moment et le savourer, mais surtout voir comment ça va être exécuté derrière, parce que vous savez que c'est l'affectation des ressources des concessions autoroutières, que ça fait énormément couler d'encre, et que nous, on voudra voir sonnant et trébuchant comment cette priorité à la régénération s'inscrit dans le financement du gestionnaire d'infrastructure sur le long terme. Mais c'est déjà vraiment une victoire historique incroyable. Parce qu'en fait, les SERM, c'est aussi le réseau structurant. Enfin, les TER, les trains régionaux, circulent à 80% sur le réseau structurant. Donc quand on dit on va mettre plus d'argent sur le financement du réseau structurant, en fait, on va favoriser les projets de SERM. Donc pour moi, c'est déjà une réponse. Donc vous répondez J'aime bien déjà, voir le verre à moitié plein. Voilà, vous répondez déjà à la question d'après, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas trop d'argent? Vous répondez frugalité et puis exploitation de l'existant, meilleure exploitation de l'existant, ce qui semble assez logique, mais voilà. Éric Selle, sur ce sujet-là, est-ce que vous souhaitez ajouter Moi, j'ai malheureusement pas de sous. Voilà. Par contre, comme vous le savez, maintenant, on est en compétition quand on parle des TER, et c'est vraiment là qu'on va jouer notre rôle d'exploitant en apportant des nouvelles marges de manœuvre dans les réponses qu'on peut faire avec plus de performance. On l'a vu par exemple, si je reprends l'appel d'offres de la région Sud, la région avait l'ambition dans son cahier des charges de réinjecter les économies dans de l'offre, ce qui a été fait sur l'axe principal, où on était déjà sur c'est pas un réseau, mais une ligne express régionale métropolitaine, puisqu'elle était déjà aux 15 minutes sur une partie de l'offre. Elle a été complétée sur la journée, la soirée, voire même en nocturne le week-end. Et le rôle de l'exploitant, c'est effectivement pour un coût identique aller chercher plus de productivité. Donc on essaie d'amener aussi plus de voyageurs, des recettes supplémentaires, et puis une production plus efficace, parce que quand on réalise des SERM, on fait aussi, on utilise on va dire les techniques du low cost, on fait tourner plus le matériel, donc on l'amortit plus, on a des rotations plus importantes, et donc là aussi on a un coût au kilomètre qui est plus performant, et donc le rôle de l'exploitant, ça va être d'amener son savoir-faire pour effectivement amener des ressources supplémentaires pour les collectivités qui veulent le réinjecter dans de l'offre complémentaire. Guillaume de Tillières, vous partagez ce point de vue frugal, cette exploitation finalement, voilà, on fait avec ce qu'on a, et puis on peut toujours espérer des financements, mais bon, pour l'instant on fait avec ce qu'on a. Voilà, alors ça c'est un des enjeux. Alors on revient un petit peu aussi à ce que disait Jean-Pierre Cyrus sur les ambitions. Donc je pense que quelque part, sur les infrastructures de transport, on doit avoir une vision long terme. Quand vous regardez un petit peu les lignes, par exemple les franciliens qui sont entassés dans les RER, qui sont complètement saturés, ou même à l'étranger, par exemple, quand vous voyez des projets qui ont été faits, par exemple, avec nos collègues en Suisse, qui ont la gare de Lausanne, où ils ont loupé une marge de projet et ils doivent attendre encore 10 ans. De plus, que dans certains qu'est-ce réseaux... qui s'est passé? Détaillez. C'est-à-dire que sur la planification de certains projets, de temps en temps, quand on parle de grandes infrastructures, c'est 10 à 15 ans. Et si par exemple vous faites, on va dire dans la planification, vous loupez une étape, etc., de temps en temps, vous êtes obligé, pour le projet que vous voulez mettre en œuvre, d'attendre une dizaine d'années. Donc si vous êtes déjà sur des systèmes complètement saturés, vous devez expliquer aux gens que les gens sont complètement entassés dans des gares ou dans des systèmes de transport, et ils vont devoir encore attendre 10-15 ans pour avoir des augmentations de capacité. Donc en fait, effectivement, il y a un certain nombre de sujets, comme on le discutait sur des dispositifs de signalisation, par exemple avec le RTMS, ou par exemple les 2 trains même voie, on peut avoir des solutions à court terme.
Mais dans les systèmes un peu complexes, par exemple, si on parle du système ferroviaire, par exemple le cas du CERM de Clermont, la gare de Clermont, on pouvait mettre par exemple du DTMV, mais pour le faire, il faut changer le poste de signalisation. Et en fait, le programme de changement des postes, il est pas pour tout de suite. Donc, c'est des mesures qui peuvent être faites, mais il faut attendre parce que ça doit être coordonné avec la mise en place et le déploiement de systèmes sur les postes de signalisation, les postes Argos, etc. Donc voilà, donc ça, il y a des mesures qu'on arrive parfois à caler à court terme, et donc on arrive à un horizon, par exemple, 2-3 ans, à avoir certaines mesures qui peuvent être faites, qui peuvent améliorer la capacité. Et parfois, dans la programmation, on va dire, au niveau de la gestion des réseaux, vous êtes obligé d'attendre d'autres mises en œuvre qui sont en place, parce que sinon, ça va vous coûter des 10 ou 15 ou 20 millions de plus. Et donc, vous êtes obligé de séquencer les choses, ce qui fait qu'on n'arrive pas partout à avoir les augmentations de capacité qu'on aimerait. Par contre, comme le disait, enfin, justement, au niveau, on va dire, des exploitants et de l'offre de service, on arrive, dans certains cas, avec des augmentations, on va dire, de fréquences en heures creuses, etc., à avoir des offres beaucoup plus lisibles pour les gens à court terme, d'accord, et donc à avoir certains sauts d'offres sur certaines lignes, d'accord, qui vont permettre d'améliorer, on va dire, le quotidien des gens de manière assez visible, voilà, moyennant, on va dire, des investissements en termes de coûts d'exploitation annuels pour les opérateurs et les régions. Mais disons que ça, c'est un point important. Par contre, là où on revient un petit peu sur les ambitions, c'est que sur les financements, il y a des choses où on sait que pour avoir une augmentation, on va dire, de la capacité et de l'offre, on va devoir avoir des investissements substantiels, et notamment sur des réseaux où on sait que, par exemple, l'infrastructure, elle est déjà pas complètement fiable, d'accord, ou par exemple, même où vous savez qu'il y a certains réseaux où vous devez monter en performance, et pour ça, par exemple, si on prend 2 cadres de réseau, on parle des CERM, le CERM de Clermont, le CERM de Lille, monter en capacité sur des réseaux comme ça, et par exemple, le CERM de Clermont, il y a 150 passages à niveau qu'il faut traiter si vous avez l'ambition long terme. Donc ça va être des centaines de millions. Alors à avoir sur 10-15 ans. Et Lille, c'est encore plus, il y en a quasiment 280, donc pas tous à traiter, mais une grande partie. Donc vous savez que dès que vous allez monter l'ambition de l'offre, on va avoir des programmes d'investissement qui sont, on va dire, importants, mais on sait que de toute manière, à terme, il faudra les faire. Voilà, donc ça doit être séquencé. Et notamment, on parlait un petit peu ces questions d'idées, on va dire, de nouveaux modèles de financement. C'est des sujets sur la question justement du développement du territoire, de la valeur, on va dire, de développement autour des quartiers de gare, etc. Ça, c'est des sujets importants. Et notamment, par exemple, avec l'expérience du Grand Paris que la SGP a pas mal travaillé aussi et qui retravaille un petit peu dans l'ensemble de certains territoires, c'est la notion de nouveaux modèles de financement pour essayer d'avoir, on va dire, des effets de levier sur certains grands projets qui sont importants. Alors, on comprend qu'il y a quand même des choix à un moment. Est-ce que c'est le grand soir en 2050, ou est-ce que c'est les petits pas dès maintenant, ou les deux à la fois sur ces sujets-là, d'ailleurs, est-ce que les uns et les autres, vous avez un point de vue en disant non, mais il faudrait que ce soit quand même un vrai programme CERM pour que ça se mette en place, ou est-ce que vous dites un peu comme Madame Warty, finalement, exploitons déjà ce qu'on a et puis on verra après. Peut-être les politiques, je me tourne vers vous deux sur ce thème-là, finalement. Quelle est votre option préférée? Il faut aller vite. Donc, on fait avec effectivement les moyens. Moi, je veux quand même donner 2 éclairages qui sont importants. Les régions ont transformé en quelques années un système ferroviaire qui reliait des territoires à un système qui sert les déplacements du quotidien. Comment on a fait ça? On a fait ça avec nos ressources et on a mis, excusez-moi, mais beaucoup d'argent. Je le répète, les régions ont fait la démonstration que lorsque une politique devient prioritaire, on met beaucoup d'argent. Deuxième éclairage, on n'a pas attendu d'être dans cette réflexion où évidemment l'intelligence collective est assez galopante. Je vous rappelle qu'on a une ligne nouvelle qui structure 3 de nos 4 CERM, celle qui relie Marseille, Toulon et jusqu'à Nice, qui est une colonne vertébrale de la colonne vertébrale ferroviaire des CERM, et qui est même une liaison entre les CERM. Bon, on a commencé par réunir une région, 3 départements, 3 métropoles et 4 communautés d'agglos pour trouver le financement. Et
le législateur, merci, tu étais à l'Assemblée, nous a donné la possibilité de lever des ressources propres avec une taxe additionnelle sur le tourisme et une sur les mètres carrés. Qui, je crois, est la seule en France, à part l'Île-de-France. Oui, c'est ça, hein, il me semble. Voilà. Je me suis occupé personnellement d'aller expliquer aux acteurs du tourisme et aux acteurs, je peux vous assurer qu'ils n'étaient pas très contents. Ils ne sont jamais contents. Non, mais il faut jamais. Oui, mais on est arrivé à expliquer que ce projet de territoire se développait. Voilà. Donc pour répondre à votre question, moi je pense qu'elle est essentielle. Encore une fois, par pragmatisme, je pense qu'il est très difficile de dire en 2050, on aura terminé. Ce qui est important, c'est d'avoir cet agenda qui se réalise. Qu'est-ce qu'on fait avant 2030 ? Je vous donne un exemple. On ne va pas attendre que les infrastructures soient terminées et qu'on ait réglé tous les problèmes de financement pour améliorer le système de la billettique et de l'information. Aujourd'hui, j'habite, vous parliez de Cannes-sur-Mer, et j'ai un rendez-vous médical à la Timone à Marseille. Bon, aujourd'hui, il faut être sacrément courageux pour avoir 3 applications. Tout ça, on ne va pas attendre. Donc, on a aujourd'hui une délégation de services publics sur la billettique et l'information. Ce n'est pas simple, mais on est en train de développer cela. Il y a de l'intermodalité. Il y a des sujets sur lesquels, le ferroviaire, c'est évidemment des investissements très importants. Bon, là, en ce moment, c'est un peu compliqué, il faut l'avouer pour tout le monde. On peut galoper sur le vélo, sans jeu de mots. Bon, et en ce moment, il se passe beaucoup de choses sur le rattrapage d'une situation qui était très mauvaise. Mais nous, on a 145 gares. Les 145 gares sont équipées maintenant de racks protégés pour les vélos. Et on aide, au travers de l'aide aux communes de la région, les voies cyclables qui convergent vers les pôles d'échange multimodaux que sont devenus les gares. Donc voilà. À condition que les villes ne les détruisent pas, comme c'est le cas à Aurillac, par exemple. Parce qu'à un moment, il y a des contradictions aussi. Je crois savoir que ce n'est pas dans ma région. Donc, non, je sais bien. Non, mais d'accord, mais on ne parle pas que de la vôtre, de région, désolé, mais ça arrive aussi. Les résultats des municipales ont montré à certains endroits, à Épinal, Aurillac, Saint-Brieuc, qu'il y avait une volonté, au contraire, de défaire les aménagements cyclables. On le signale. Jean-Marc Juvisy. Oui, moi je pense qu'il faut avoir un langage de vérité vis-à-vis de nos concitoyens et ne pas leur promettre des choses qu'on ne soit pas en capacité de faire, d'autant plus quand on voit qu'il est difficile d'avoir le respect de la parole du législateur, puisque je rappelle que, notamment sur le sujet du financement des Serm, il y avait une conférence de financement. Alors on va m'expliquer qu'il y a eu la dissolution au milieu, etc. Mais la vérité, c'est que c'est bien la volonté du peuple représenté par les parlementaires que cela est passé. Donc moi je pense qu'il faut donner un horizon très clair, il faut s'y tenir et après y aller étape par étape. Et comme l'a très bien dit Jean-Pierre, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire aussi localement pour être meilleur. Je pense à la billettique, on en a parlé. Je pense aussi à l'organisation du transport. Quand on voit que la loi d'orientation des mobilités, notamment sur le volet 1 lié à la gouvernance, on a eu un retour d'évaluation qui n'est pas très bon, puisque la volonté du législateur, là aussi, n'a pas été totalement respectée, de lutter contre les zones blanches d'organisation des transports. Là aussi, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut arriver à faire pour améliorer la mobilité du quotidien de nos concitoyens et par définition à déployer les services express régionaux métropolitains petit à petit. C'est, il me semble, un des moyens d'être efficace lorsque on travaille sur ces sujets. Moi, j'aimerais revenir. Allez-y, si vous souhaitez intervenir sur ce sujet, allez-y. Je voulais rebondir. Il ne faut pas justement donner l'impression mon expression que soit caricaturée. Allez-y. Je parle de stratégie par marche d'escalier, où la première, c'est vraiment d'optimiser le réseau existant, essorer le réseau existant, là où on peut ajouter du train sans qu'il y ait d'investissement dans une infrastructure supplémentaire. Il faut le faire. Mais il y a aussi, force est de constater, des nœuds qui sont saturés dans les plus grandes métropoles. Et là, l'exemple dans la région de M. Cyrus, il est très parlant. C'est ces Serm qui sont adossés à des grands projets, la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur et le système de signalisation haute performance Marseille-Vintimille, le RTMS. En fait, là, il va venir accélérer et permettre de créer les infrastructures nécessaires à des projets de Serm.
C'est le cas aussi sur les nœuds ferroviaires de Bordeaux et de Toulouse. Les aménagements ferroviaires Sud-Bordeaux et Nord-Toulouse, c'est aussi des projets qui sont des prérequis au développement des SERM. Donc en fait, c'est un peu les deux à la fois. Et ça va dépendre justement du diagnostic de l'existant, là où on a une saturation forte et où il faut créer ces infrastructures pour permettre le développement de nouveaux services. Guillaume. Si je complète aussi un petit peu, parce qu'en fait, c'est vrai que... Attention au micro, faut bien, non, allez, parlez bien dans le micro. Quand on discute un petit peu justement des ambitions de SERM, mais aussi sur le plus court terme, enfin le court ou le moyen terme, là, on parle un petit peu des armatures structurantes avec le ferroviaire, mais il faut bien voir que dans tous les schémas qui sont en cours de travail ou qui ont été déposés, il y a énormément de sujets sur, on va dire, on parlait des nouveaux schémas vélos ou par exemple des cars express ou des BHNS. Donc ça, c'est aussi des mesures de développement de l'offre de transport qui se font en parallèle, parce qu'en fait, il faut bien voir que le ferroviaire, c'est l'armature structurante, mais il y a tous les autres modes autour, et donc il y a quand même beaucoup de sujets d'ambition dessus. Par exemple, si on parle par exemple Montpellier, quasiment il y a à peu près 5 lignes de car express et puis 2 lignes de bus tram. Et puis par exemple sur les projets de PEM, y compris routiers, il y a 20 à 25 projets nouveaux, donc qui sont en discussion. Donc ça fait... Attendez, 20 où? Dans toute la France? Non, je parle par exemple juste de Montpellier. Okay. Donc par exemple, même dans les projets, par exemple en termes d'ambition vélo, par exemple juste sur la métropole, il y a quasiment 13 lignes de vélo qui sont réfléchies. Donc à chaque fois, on va dire, il faut bien voir que dans les ambitions, on va dire de développement, par exemple même sur la région de Grenoble, sur le SERM de Grenoble, il y a aussi beaucoup de lignes de cars qui viennent compléter les réseaux avec quasiment une douzaine de lignes de covoiturage. Donc en fait, dans les déploiements et à la limite presque plutôt dans les courts termes, c'est-à-dire dans les 5-6 prochaines années, alors que dans le ferroviaire, peut-être on va être sur des ambitions avec, on va dire, des développements d'offres sans trop d'investissement, on va dire, d'infrastructures. C'est beaucoup les projets, on va dire, de réseau vélo, de covoiturage et de car express qui vont beaucoup être développés. Donc, voilà. Alors quand même, sur ce sujet, Montpellier, c'est quand même, je sais que vous n'êtes pas maire de Montpellier, mais ce qui est quand même surprenant, c'est qu'on a déjà des cars, que ces cars sont des bus, simplement des bus ou des cars régionaux, qui sont bloqués dans la circulation parce qu'il n'y a pas de voie réservée. Donc à un moment, il y a des choix à faire. Pourquoi on ne le fait pas tout de suite ? Pourquoi plutôt que d'attendre le futur éventuel SERM de Montpellier, pourquoi finalement on ne facilite pas déjà la vie des usagers ? Je sais que vous n'êtes pas maire de Montpellier, mais je vous poserai la question s'il était là. Mais ça, c'est des grands mais voilà, enjeux. C'est aussi ça. Moi, ça me semble. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a parfois des. C'est typiquement les politiques, on va dire, d'aménagement et de transport. Donc en fait, typiquement, les projets de SERM ont aussi permis et permettent à l'ensemble des acteurs et dans la gouvernance de ces projets de réaliser les points durs. Donc là, typiquement, vous citez des points durs qui sont ensuite dans la planification et le travail justement sur les scénarios de déploiement des bonnes idées, des solutions, de trouver des solutions, on va dire, à court et moyen terme pour ce genre de projet qui passent aussi par des plans, on va dire, d'aménagement, de voirie, de réseaux, de sites propres, etc. Et donc tout ça, c'est des aménagements et sur lesquels, dans l'ensemble des projets de SERM, vous avez une mise en cohérence qui est très forte. On en reparlera un petit peu après, mais disons que je pense que les projets de SERM ont peut-être plus qu'auparavant forcé les acteurs à avoir une coordination assez serrée sur l'ensemble des modes à des horizons temporels guidés par en tout cas les grandes mises en service de projets structurants. Et ça, c'est, je pense, à cette échelle aussi assez nouveau quand même. Vous confirmez, Eric Stel, que la perspective potentiellement d'un SERM ou d'un RER finalement amène des améliorations ou des changements comme ça dans les villes et donner des exemples, n'hésitez pas, comme l'ont fait les autres. C'est très clair que quand on améliore l'offre, la fréquentation, elle suit mécaniquement partout. Que vous prenez Léman Express, qui est parti de 40 000 voyages par jour, qui est quasiment à 80 000 sur des pointes aujourd'hui, on voit que la fréquentation, elle suit. Et là, il y a quasiment tous les leviers qui ont été activés sur ce SERM. C'est le cas aussi à Strasbourg,
la fréquentation a bondi. Alors dans un premier temps, ça a été au niveau de la métropole, parce qu'on a des clients qui étaient déjà habitués au mode de transport et qui ont également franchi le pas pour utiliser le TER, avec là aussi une tarification qui permettait, avec un titre urbain, d'utiliser le TER, ce qui était aussi quelque chose de nouveau, donc ce qui a facilité l'adoption du RER à Strasbourg. C'est également le cas à Bordeaux, où il a été également adopté. Les abonnés du réseau de Bordeaux pouvaient utiliser également le CERM. Donc tout ça, ça permet d'avoir une accélération de l'adoption de ces transports. Et c'est vrai, on le disait, il y a effectivement la volonté d'aller vite et puis de mettre en place le réseau idéal, mais on le voit quand même qu'il y a des choses qui se construisent au fur et à mesure. Les régions, elles ont pris la compétence de plusieurs modes de transport. Elles l'ont matérialisé avec des marques. Donc maintenant, on sait que quand on parle de Zoo, on voit une signalétique, on voit une identité qui matérialise l'univers du transport. Mais c'est le cas, je pourrais vous citer Bresgo en Bretagne, Mobigo. Et donc, on voit apparaître ce service mobilité qui est important. À condition, si je me permets, comme le dit la FNOT régulièrement, que le voyageur sache dans quelle région il est. Désolé, mais des fois, c'est pas si évident. On va peut-être revenir aussi. On ne sait pas. Est-ce que c'est Zou, Lio, je sais pas. Mais là aussi, quand on regarde les chiffres, parce que moi je veux bien qu'on dise tout ce qu'on veut, les TER depuis le Covid, c'est plus 40% de fréquentation. Et si je prends des régions dans le sud, on est à du 50-60% de fréquentation supplémentaire. Donc ça veut quand même dire que ce qui a été fait dans les régions sur des gammes tarifaires qui répondent au territoire ont eu des impacts positifs parce qu'ils sont beaucoup plus adaptés aux mobilités régionales. Et donc, comme ça a été dit précédemment, c'est aussi les nouvelles générations d'applications qui vont amener cette simplification. Alors moi, je voudrais revenir un peu sur les choses qui ont changé. C'est peut-être une question pour Gare et Connexion ou pour Réseau, ou les deux. Mais typiquement, les deux haltes qui ont été créées, vous en avez parlé, une à Bordeaux, une à Tours récemment. Alors, est-ce qu'effectivement c'est dans l'objectif CERM, dans le cadre du CERM? Ça c'est peut-être accessoire, mais c'est quand même, est-ce qu'on est dans le sujet finalement? Et la deuxième question, ça prend combien de temps de faire ça? Ça prend combien de temps de réouvrir une halte voilà, avec les bâtiments, il y avait tout, et puis voilà. Oui, c'est clairement dans le cœur des projets de CERM. La réouverture des haltes ferroviaires, je pense à Talence-Médoquine sur le CERM de Bordeaux, mais aussi c'est une réouverture de halte sur le CERM de Tours qui s'est faite fin d'année, en décembre 25, et qui, grâce on va dire à la proactivité des équipes d'ingénieristes locaux de Gare et Connexion, s'est faite en un temps record. C'est clairement dans le cœur des services d'un projet de CERM. Un temps record, c'est quoi? Je crois que c'était 18 mois. Entre le moment où on a dit cette halte ferroviaire qui, il y a 40 ans, existait et la réouverture en décembre 25. Et je vous avoue que c'est une gageure hein, chez SNCF Réseau et Gare et Connexion. Je le dis en toute humilité parce que il faut reconnaître que parfois on est quand même un énorme paquebot à actionner. Et donc là, on a aligné toutes les énergies pour pouvoir le faire parce que justement, il faut créer ces marches d'escalier en séquentiel pour donner à voir aux usagers, pour prouver au territoire, aux élus et à nos cofinanceurs qu'on est capable de s'activer. Et je pense qu'on a encore du pain sur la planche sur cette partie-là, puisqu'on est face à des projets qui parfois sont extrêmement coûteux. Il faut qu'on soit aussi en mesure justement de challenger dès lors qu'on propose une infra nouvelle et qu'on mette en face des solutions alternatives. Est-ce que si on est capable de proposer un système de signalisation de type ERTMS qui
qui augmente la capacité en ligne en gare, est-ce qu'on est capable d'éviter de créer une troisième voie par ici ou un tout autre type d'infrastructure? Ça, je pense que c'est un travail que SNCF Réseau et Gares et Connexions doivent proposer aux collectivités pour justement faire face à cette rareté de l'argent public. Et ça voudra aussi dire que de notre côté, on soit capable, mon collègue de Dégis en a un peu parlé, de réconcilier notre trajectoire de régénération dont on a besoin pour qu'elle soit industrialisée, massive, qu'elle soit un peu figée dans le temps, qu'on soit capable de se donner quelques marges de manœuvre pour parfois réconcilier des plannings. Je reviens, j'aime bien les petits exemples, les deux voies, les deux trains sur la même voie à Rennes. Pareil, ça a pris combien de temps? Ça semble évident, et quand on est à Rennes, on est d'ailleurs habitué à ça dans d'autres pays d'Europe, on n'est pas tellement surpris. Et je crois qu'il y a la même chose à Lyon-Pardieu. Oui, et puis il y a tout un tas d'autres projets qui sont en cours. Alors, pour le coup, Rennes, ça a pris un peu de temps parce que justement, c'était le premier exemple, et donc il y a eu quelques petits reports de calendrier, mais à la fin, ça permet quand même d'augmenter fortement la capacité en gare, d'augmenter le nombre de trains, et ça évite de créer une voie supplémentaire. Et je vous pose la question carrément, qu'est-ce qui bloquait? Quel est le truc qui bloque à un moment? Qu'est-ce qui fait? Parce que ça peut paraître un détail, mais c'est super important. Ça permet de comprendre, comme vous dites, ça permet après de motiver les élus, les services, les régions, etc. Donc qu'est-ce qui bloquait à ce moment-là? Est-ce que c'est à l'intérieur de la SNCF? Est-ce que c'est entre différents services, entre différentes branches? Non, je pense que ce qui rend un projet robuste, c'est de partir d'études d'exploitation initialement qui soient elles aussi solides. Et force est de constater que sur des projets de SERM qui sont des projets très en amont, il y a certes le REM de Strasbourg où il y a déjà eu des réalisations, ou le SERM de Bordeaux où on a également des premiers exemples de mise en service. Mais dans la plupart des endroits, on est quand même sur des projets qui sont en phase d'émergence, en fait. On n'a pas encore d'avant-projet solide, on n'a pas encore d'études pro qui permettent vraiment de figer et de planifier les investissements. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est prenons le temps de faire des études d'exploitation robustes pour savoir là où on va investir le bon euro utile au bon endroit. Peut-être Jean-Pierre Sérus sur les avancées récentes qui sont faites quand même. Moi, je me souviens qu'il y a longtemps, on parlait du Métrasur entre je ne sais pas si ça parle encore à grand monde, mais entre Cannes et Menton et Vintimille. Et puis finalement, il y avait déjà un métro finalement, d'une certaine façon. Et finalement, tout ça s'est renforcé, avec l'aide également de la Principauté de Monaco, enfin le financement de la Principauté de Monaco, c'est peut-être une solution d'ailleurs au passage, mais et en fait, est-ce que finalement toutes ces choses qui changent avec, je crois, une extension d'horaire le samedi, il me semble, tout ça prend effectivement du temps. Vous m'avez dit l'autre jour, mais non, mais ça n'a rien à voir avec les SERM. Peut-être, mais en même temps, c'est concret pour les gens. Pas dit que ça n'avait rien à voir avec les SERM. On n'a pas attendu la loi des SERM puisqu'on avait lancé ces projets avant. Moi, ce que je vais essayer de dire le plus simplement possible, c'est qu'on commence à avoir aujourd'hui des résultats très concrets, vous avez raison, d'actions qui ont été menées dans la durée. Si on regarde ce qui se passe entre Cannes et Menton, aujourd'hui, grâce à l'ouverture à la concurrence, grâce à un travail constant sur cette partie de la ligne, on a du matin au soir un train au quart d'heure. On aura, dès lors que le RTMS sera opérationnel, qu'on aura également... alors, j'ouvre une parenthèse. Monaco, on est avec le réseau de TER ZOO, on est le principal accès à Monaco. Donc, c'est normal qu'on ait des accords État de Monaco, région Provence-Alpes-Côte d'Azur et SNCF Sud Azur, qui est la filiale de SNCF Voyageurs, qui opère sur cette ligne-là, des accords. Et Monaco, évidemment, participe et achète des rames. Vous savez, une rame, ça vaut 20 millions. Hein, donc, si vous voulez avoir des rames multiples sur toutes les heures de pointe, même quand vous êtes au quart d'heure et demain, quand on sera à 10 minutes, il faudra aussi des rames multiples. Et donc, elles sont blanches et rouges parce que c'est le... Ça, c'était les anciennes. Maintenant, elles sont... dernière nouvelle. Alors, désolé, je ne suis pas retourné depuis un petit moment. Désolé. Elles sont comment maintenant? Bon, mais
Donc, C'est vous voyez la même que les autres. C'est les mêmes rames maintenant. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Elles sont. Elles étaient blanches et rouges il y a 2-3 ans. Mais derrière ça, l'ouverture à la concurrence, ce n'était pas l'objet aujourd'hui, mais c'est également un levier. Hein. On a pu obtenir cette performance avec une amélioration de la régularité, une amélioration également de la satisfaction de l'usager, mais parce qu'on a investi dans des centres de maintenance qui sont au cœur de nos lignes, et puis on a acheté du matériel, on a fait de la rénovation de matériel. Moi, je veux quand même terminer sur un chiffre, puisque vous voulez des choses très concrètes. Hein. Les chiffres qui progressent. On parlait tout à l'heure de ligne express d'autocar. La ligne 50, moi j'étais vice-président de la métropole avant qu'on crée la voie dédiée sur la bande d'arrêt d'urgence entre Aix et Marseille. C'est 1 million de voyageurs par an. Si je prends le train, on a chaque semaine 1 million de voyageurs sur nos trains régionaux. C'est 40% de plus qu'en 2019. Donc, aujourd'hui, l'avantage de ces discussions sur le CERM, encore une fois, c'est qu'on peut cumuler, on peut enrichir la discussion à la fois de choses réalisées et de projets. Voilà. Mais si vous voulez, je vous donne un dernier projet. On parlait des gares. On a la chance d'organiser, enfin, c'est pas par hasard, hein, les Jeux Olympiques en 2030. On va investir 360 millions d'euros sur la ligne entre Marseille et Briançon, pour permettre à nouveau un temps de trajet de l'ordre de 3h40, alors qu'on était monté à plus de 4h30. Mais ça va alimenter les Sermes, tout le bas de la ligne va profiter. Et là, on a aussi ouvert à la concurrence, 3 années encore de mobilisation de la filiale de SNCF Voyageurs qui opérera, où on va rénover du matériel, sûrement en acheter, créer des centres de maintenance. Voilà, on est aujourd'hui dans un déploiement de ces services qui est un déploiement opérationnel. Je termine sur 2 choses. Nous avions une vieille ligne, aussi système métrique, entre Nice et Digne. Aujourd'hui, elle intervient directement dans le CERM de Nice. Le bas de la ligne, on est en train d'injecter 140 millions d'euros, en particulier 80 millions d'euros pour changer le matériel, pour pouvoir, sur le bas de la ligne, avoir un train aux 20 minutes qui est sur la même ligne qui relie la Provence et les Alpes de Digne. Qui dessert du domicile-travail, alors que plus loin, Exactement. on est dans la montagne, Exactement. mais là, on est encore dans la vallée du Et Var. Nice-Breil, dont je parlais tout à l'heure, tout le bas de la ligne jusqu'à Drape-Cantaron, on a un train aujourd'hui qui est un train à la demi-heure et on s'entend encore améliorer. Donc voilà, ça, c'est le choses qui CERM sont ou c'est pas le CERM en fait à la fin? C'est le CERM, Bon, bien sûr. quand même. C'est le CERM, mais vous voyez bien qu'il n'était pas dans le projet puisque Voilà. on avait engagé ça avant que les CERM soient Donc projetés. ça encourage. Il y a d'autres exemples comme cela. En fait, Guillaume, vous en avez quelques-uns ou... Non, c'est pour revenir un petit peu là-dessus. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup dans ces sujets de projets de CERM, ce qu'on appelle un peu des coûts partis, qui étaient, on va dire, des études ou des projets en cours. Par contre, là où je reviens sur ce qu'on discutait un petit peu au début, que ça soit des mesures qui peuvent être court ou moyen terme, enfin, ou même long terme, c'est que les projets de CERM permettent aussi, alors par exemple les JO 2030, Marseille-Briançon, c'est aussi un bon exemple, parce que ça, il y a eu toutes les études, on a participé aussi sur les études d'exploitation des études, qui ont permis de définir un peu les programmes et les opérations pour les JO au niveau ferroviaire, mais qui ensuite, toutes ces mesures-là, elles sont réintégrées après dans le projet du CERM. Et en fait, le projet du CERM, avec cette vision globale, elle impose et elle permet de resynchroniser, on va dire, un certain nombre de projets, on va dire, qui sont déployés avec des mesures qui peuvent être à court ou moyen terme dessus. Alors souvent, par exemple, c'est beaucoup le cas, par exemple, pour des pôles d'échange qu'on peut avoir dans des déploiements à l'horizon 4-5 ans, sur lesquels les projets de CERM ont permis de retravailler des projets de nouveaux PEM ou de pôles d'échange ou d'amélioration d'échange sur, par exemple, si je prends le cas du CERM de Grenoble, il y en a quasiment 6 à refaire sur un horizon 2030. Donc en fait, c'est des projets assez ambitieux qui, avec ces études de CERM, ont permis de retravailler la cohérence de l'offre. Merci beaucoup. Alors, nos amis provençaux doivent partir bientôt.
Donc, parce qu'il y a le dernier train pour Marseille. Alors, je propose simplement que vous pouvez partir dans 5-10 minutes. Voilà, 12 minutes. Alors, peut-être simplement, alors 12 minutes, on a encore un tout petit peu de temps, mais je voulais quand même revenir sur d'autres exemples, parce que Eric Sell, vous m'en avez. Et après, je vous propose qu'on ouvre les questions pour vous deux en particulier, mais il y a d'autres exemples qui sont là peut-être moins spectaculaires que des trains et qui sont ou que des réouvertures de gares, etc. Mais vous m'aviez cité l'exemple de Cherbourg, par exemple, où en fait depuis quoi, 2 ans, il me semble, 1 an et demi, on peut utiliser le même titre pour aller à la gare de Valogne Oui, tout à fait. Voilà. Donc là, on est sur ce qu'on appelle de l'intégration tarifaire. Donc, c'est de faire rentrer l'offre ferroviaire dans la métropole de Cherbourg, qui s'est sacrément agrandie, hein, puisque c'est maintenant une centaine de villes, avec effectivement pour 1 euro, vous pouvez utiliser tous les transports en commun, y compris le train entre 2 gares, entre Cherbourg et Valogne. Ça aussi, c'est des exemples qui font progresser l'utilisation des transports Et en commun. ça a pris combien de temps ? Je reviens à ça, ma question elle est bête, mais ça prend combien de temps ? Est-ce que ça coûte de l'argent de faire ça ? Ça, c'est des décisions qui se prennent au niveau des régions, hein, puisque quelque part, ces intégrations tarifaires, c'est des recettes, hein, qui doivent être évaluées et puis gérées entre les métropoles et puis les régions. Et donc, il faut en discuter combien de temps avant ? C'est quoi, 3 ans, 5 ans ? Je sais vraiment prend pas. un certain temps à certains endroits et ça va plus vite, Et alors, à par d'autres. exemple, Sur Cherbourg, c'est allé très vite en fait, hein. Ça s'est mis en place avec la nouvelle offre de transport et ça a été négocié avec la région. Bon, on n'est pas non plus sur des très gros flux. Très vite, c'est 2 ans. Et on n'est pas non plus sur des très gros flux, donc les enjeux recettes n'étaient pas aussi importants qu'on peut l'avoir sur d'autres secteurs. Mais on voit que ce levier tarifaire, qui est un levier important, a déjà été activé à plein d'endroits dans les régions. Alors ça peut être ce qu'on appelle de l'intermodalité. C'est très souvent utilisé sur des abonnements jeunes qui utilisent également le réseau de transport public. C'est la création de communautés tarifaires. Le plus abouti, c'est le Léman Express, hein, où vous avez un pass qui s'appelle le Léman Pass, qui fonctionne sur 15 réseaux de transport sur 2 pays. Donc là, effectivement, ça a nécessité un accord entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et puis la Suisse d'un autre côté, avec la création d'une filiale qui gère la répartition des recettes entre les deux. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de complexe. Mais une fois qu'on met ça en place, vous avez complètement simplifié toute la question de la tarification. Vous n'avez plus à vous poser la question de comment je fais pour utiliser le réseau de transport à Annemasse, puis après prendre le train et reprendre un transport en commun à Genève. Tout est intégré dans un même pass. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est complètement abouti et qui simplifie complètement la vie du passager. Merci. J'ouvre les questions volontiers pour messieurs Zulesi et Cyrus. Je vois une question là, tout au bout, au premier rang. Je ne sais pas qui a le micro. Voilà, oui, on va faire ça, ça sera plus simple. Bonjour à tous. Moi, j'aimerais revenir sur une question qui a été rapidement évoquée par messieurs Cyrus et Zulesi sur la question de la billettique et d'aller au-delà de la billettique régionale. C'est vrai qu'avec la LOM, ça avait été pensé essentiellement dans un cadre régional. Et du coup, voilà, comment c'est travaillé notamment au niveau de région de France pour mieux coordonner et avoir une simplicité billettique qui est encore difficile à avoir aujourd'hui. Merci. Monsieur Cyrus. On va être d'une grande humilité, sujet extrêmement complexe. Moi, je le regarde évidemment depuis l'autorité régionale. J'ai parlé d'1 million de voyageurs par semaine sur nos réseaux. Première préoccupation, c'est que ceux qui utilisent à l'intérieur du périmètre régional, ça fonctionne bien. On a 3 opérateurs, on veut que ça fonctionne avec les autocars et on veut que ce soit multimodal avec de l'interopérabilité avec nos collègues des autorités locales. Bon, c'est ça aujourd'hui notre cahier des charges. Hein. Alors c'est sûr qu'il ne répond pas à, mais ça c'est au niveau national de travailler sur ce sujet. Tiens, on a passé l'autorité aux régions et puis tiens, comment ça va se passer ?
Bon, moi, je suis évidemment très proactif et au sein de Régions de France ou dans les collectivités dont j'ai la charge, vraiment aux côtés de l'État pour que les choses fonctionnent. Mais évidemment, il y avait vraisemblablement un peu d'anticipation à avoir. Nous, on ne peut pas nous reprocher aujourd'hui, avec de l'argent régional, de développer des solutions régionales et qui concernent d'abord les régions. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans des interviews, je le redis ici, attention, aujourd'hui, la croissance, elle se fait à l'intérieur de nos territoires, parce qu'on a transformé ce qui reliait des territoires en quelque chose qui sert le quotidien. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est énorme en termes de billettique. Hein. On se casse le nez sur pas mal de sujets hein, avec notre prestataire. Ça serait présomptueux de dire qu'on est en train de faire quelque chose de simple. Mais on va y arriver et on aura un système qui satisfera le cahier des charges qu'on avait fixé. Maintenant, il faut vraiment qu'on trouve aussi une solution, parce qu'il y a un vrai sujet entre les régions, il y a un vrai sujet d'échelle nationale. Et il est évident qu'en ayant délégué à 13 autorités, elles ont spontanément pas mis la priorité. Qu'est-ce qui bloque? Ça fonctionne. C'est quoi? C'est des postures? C'est des parce qu'on développe tarifications? On développe nos systèmes. C'est systèmes. technique? C'est quoi? On développe nos systèmes et nos systèmes, ils n'ont aucune raison d'être développés pour constituer un ensemble global des 13 régions. Voilà. Okay. Et puis des noms que les gens n'identifient pas nécessairement. Quand ils sont dans la région, peut-être, mais dès qu'ils sont dehors, pas forcément. Et puis des cartes avantages qui portent des noms, d'ailleurs avantages liberté, qui correspondent à des choses tout à fait différentes, une région après une autre. Enfin bon, voilà, ça, je ne fais que citer la FNOT, mais c'est impressionnant quand on... Ils ont raison, le constat est juste, mais on ne peut pas nous reprocher d'appliquer le principe qui paye décide. Donc c'est nous qui avons besoin de ce système. On a lourdement investi. Enfin, si aujourd'hui le système, et je parle pour les 13 régions, si le système ferroviaire régional sert à ce point les SERM, on est en train de parler de SERM. C'est parce que depuis 20 ans, on a anticipé sur la reprise en main de la vocation de ces réseaux. Il y a des trous dans la raquette et il y en a un sur la billettique. Donc là, maintenant, il y a urgence. Mais la clé, elle n'est pas ni dans ma région, ni dans l'ensemble des régions de France. Aujourd'hui, on a besoin... Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Jean-Marc et Jean-Pierre, précisément, puisque vous voulez partir? Et puis j'aimerais qu'on aborde une question de la résilience climatique, également de toutes ces infrastructures, parce que je sais que vous travaillez beaucoup sur ce sujet à Aegis, et les uns et les autres certainement, comment on fait pour faire des infrastructures qui tiennent le coup compte tenu de ce qui nous attend. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, monsieur au deuxième rang. C'est ce que je vois en tout cas. Après, bonjour à tous, donc, je m'appelle Logan Rioux. Alors, ma question donc, elle concerne donc, Monsieur Cérus, bonjour. Au niveau du financement, on a vu donc qu'il y a des projets ferroviaires qui ont été menés hors cadre des SERM. Donc moi, ma question, c'est est-ce que ces levées de financement, elles vont permettre de cadrer ces financements au niveau de l'échelle nationale, donc c'est-à-dire de plus, donc comme vous l'avez dit, vous avez sollicité des acteurs touristiques, donc de plus aller chercher des financements chez certains acteurs particuliers, et donc d'avoir une uniformisation des levées de financement, ou est-ce que c'est plutôt un moyen de soulager les régions sur ces financements qui sont avancés dans le cadre des SERM? Bon, question évidemment complexe là aussi. D'abord, il faut avoir un constat simple. Au moment où on se parle, les 4 SERM de la région que je connais assez bien, on n'a pas les financements. Voilà, il faut dire... bon. Donc, par pragmatisme, on ne va écarter aucune piste. Voilà. On va taper à la porte de tout ce qui est financement public. On ne s'interdit pas également tout ce qui est financement privé-public. Si on veut avancer, il ne faut surtout pas se coller une contrainte supplémentaire, c'est de dire pas ça, pas ça, pas ça. Bon. Très franchement, je termine là-dessus. Le sujet numéro 1 aujourd'hui des SERM, c'est leur financement, et je précise, c'est la rapidité avec laquelle on va pouvoir résoudre le sujet du financement. On y arrivera, sauf qu'on a un chrono, un sablier qui tourne, et évidemment, ça prend beaucoup de temps.
Je vous ai parlé de 140 millions là, 360 millions là. Ça veut dire qu'en permanence, nous, on a pris la région en main en 2015. Aujourd'hui, on apparaît comme plutôt dynamique sur le sujet, mais ça fait 11 ans qu'on est, on appelle ça des gabions en Provence. Hein. Vous savez, c'est ces oiseaux qui ramassent tout. Non, mais il faut appeler un chat un chat. Si vous voulez trouver les moyens de développer, vous êtes obligé de ne rien écarter. Au moment où je parle, j'alerte l'ensemble des acteurs. Le sujet numéro 1, c'est la rapidité avec laquelle on pourra engager, parce que nos amis maîtres d'ouvrage, hein, nous on n'est pas propriétaires, à part les chemins de fer de Provence, les propriétaires et les gestionnaires, ce sont les maîtres d'ouvrage, etc. Eux, ils ne peuvent engager déjà des études, mais encore plus des travaux, que lorsque le financement, la convention de financement est définitive, elle est claire. Bon. Et aujourd'hui, à mon avis, c'est là qu'on risque d'avoir un peu du retard. Sur ce sujet, Jean-Marc, peut-être, sur ce sujet des gabions. Et au risque de me répéter, et on a un point très important qui permet de répondre à cette attente dans les territoires, avec une loi cadre qui va arriver à l'Assemblée nationale, qui finit sa discussion au Sénat, où on a un moment clé où on doit absolument apporter des réponses, parce que on ne pourra pas expliquer qu'on va faire une nouvelle taxe sur le tourisme qui finance déjà une partie de la NPCA. Donc si on veut être à la hauteur de l'enjeu, notamment au regard des événements internationaux qui vont arriver, on va avoir les JO notamment en région sud, il faut être en capacité d'apporter des solutions de financement au plus haut niveau, tout simplement. Donc qu'il ne soit pas seulement la taxe qui est en cours, c'est ça. Non, mais faut aller plus loin. De toute manière, on atteindra le niveau d'acceptabilité. Vous ne pouvez pas venir expliquer aux gens, il y a déjà une taxe sur le tourisme, il y a le débat sur le VM, et vous ne pouvez pas leur expliquer qu'on va augmenter encore tout ça. Et c'est aussi la raison pour laquelle... Il y a quand même une logique. L'idée, c'est que les gens viennent en train pour profiter des infrastructures. Bien sûr, il y a une logique, mais ça veut aussi dire, et ce n'est pas une remarque que je fais à l'endroit de Jean-Pierre Serrus, parce qu'il a fait un travail sur la tarification assez intéressant, mais dans d'autres régions, ça veut dire qu'il faut, d'autres régions ou d'autres AOM, il faut se re-questionner, c'est une vision très personnelle, sur l'utilité de la gratuité dans les transports aussi. Quand on n'est pas en capacité de financer une infrastructure, on ne fait pas la gratuité. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, allez-y, pardon. Bonjour, toujours sur le même sujet du financement, Vincent Pilois, bonjour. Dans le cas d'une région, et on voit bien qu'aujourd'hui le nombre de projets se multiplie, est-ce qu'au niveau de la région, par exemple, vous seriez aujourd'hui en mesure de procéder à des arbitrages? Vous avez 4 projets, vous n'en avez qu'un ou 2 à choisir. Est-ce que vous avez les éléments objectifs qui vous permettraient de prioriser, et comment vous faites? Alors plutôt pas, parce qu'on a fait le choix. On est un petit pays de 5 millions d'habitants, et il faut que, évidemment, tous les territoires se développent. Hein. Donc on n'est pas sur on va en faire 2 et puis les 2 autres passeront. Non. Comme je le disais, très pragmatique. Ils ont tous leurs caractéristiques, nos SERM. On a pour chacun non pas des scénarios différents, mais des phasages différents. Voilà. Moi, je suis plutôt favorable à ce qu'on fasse de la revoyure pour voir à quelle vitesse on développe les choses, plutôt que de décider en 2025 si en 2050 on aura été ambitieux ou pas. Moi, je ne me sens pas, vis-à-vis des générations qui arrivent, le droit de dire on n'ira jamais vers la solution ambitieuse. Je préfère dire on verra, il va se passer beaucoup de choses pendant 25 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est capable de financer sur la trajectoire de ce qui a été lancé, sur ce qui existe, sur les moyens dont parlait Jean-Marc. Puis revoyons-nous en 2030, revoyons-nous en 2035 et voyons comment le phasage peut évoluer. Et je pense que c'est aussi plus cohérent avec la nature des relations qu'on peut avoir avec les maîtres d'ouvrage, avec les études, etc. etc. Franchement, l'histoire des scénarios où on décide finalement pour les générations qui arrivent 25 ans à l'avance, moi je n'y crois pas. Voilà, je pense que c'est une responsabilité, en tout cas. En matière routière, on fait ça souvent quand même. Mais bon. Alors, il y avait une question quand même qui me semble assez centrale, mais il y aura peut-être d'autres questions de la salle. Mais c'est comment on fait pour construire des infrastructures qui vont tenir compte tenu des événements climatiques qui se passent.
Radia Warty peut-être sur ce sujet. Messieurs, le train de Marseille n'attend pas. On pourra faire, vous savez qu'en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a une étude pilote. Parlez dans le micro alors, dans ce cas. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on développe avec le CEREMA une étude tout à fait pilote sur ces sujets de résilience et d'adaptation. Donc, on pourra faire une séance spéciale sur. On demandera à sur le Villarrier sujet. Transport. Voilà. Merci. Je n'ai pas encore les résultats de Très l'étude. bien, merci beaucoup. Voilà. Bravo. Voilà, oui, c'est un grand sujet, ça, qui est en fait d'ailleurs le sujet un peu de prospective qui était mis aussi sur la table au niveau des ambitions des projets CERM, parce qu'on avait les ambitions aussi à plus court terme, mais de décarbonation avec les objectifs 2030, etc. Et donc ces sujets un peu de vulnérabilité sont devenus, c'est vrai, assez prégnants. Alors il y avait déjà des réflexions en cours ou des études qu'on faisait avec SNCF Réseau sur certains réseaux critiques, sur les problèmes de vulnérabilité de réseaux par rapport aux chaleurs, par rapport aux résiliences climat, etc. Et sur les projets, c'est vrai que dans le cadre des CERM, déjà sur l'évaluation de tous les scénarios, les sujets de décarbonation, pour, on va dire, faire les choix de scénarios et améliorer sont traités dedans. C'est-à-dire qu'en fait, on a pour chaque scénario de CERM l'évaluation de bilan carbone, etc. Et après, et donc ça, il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites et qu'on avait un peu traité sur des projets, mais déjà en cours, comme le tram T6 là, de Lyon ou le projet TL à Lyon et d'autres projets de BHNS ou de ferroviaire. Mais depuis justement, on va dire 2-3 ans, il y a tous ces sujets, on va dire, liés au problème de réchauffement climatique assez intense et l'impact climat, mais plutôt intempéries, vent, etc., sur les infrastructures, avec pour conséquence des coûts relativement importants pour le routier, pour le ferroviaire, etc. Et donc, ces études-là permettent de regarder déjà selon l'ensemble des typologies, on va dire, de problèmes climatiques, les impacts qu'on va avoir sur les systèmes, ça peut être les caténaires, les voies, etc., et en ville, sur les problèmes d'îlots de chaleur, de corridors, etc., pour voir toutes les mesures à chaque fois qu'on peut déployer. Alors sur les projets urbains, donc dans le cadre des CERM, vous allez avoir par exemple des corridors de bus, réseaux cyclables, etc., les pôles d'échange, les gares. Donc c'est voir sur chacun, on va dire, des sites, ce que vous pouvez déployer en termes, on va dire, de trame verte, de désimperméabilisation des sols, de problématiques inondations aussi. Donc il y a pas mal de sites sur lesquels vous avez ces sujets, et donc qui sont traités en amont pour, dans le cadre des scénarios, justement intégrer l'ensemble de ces éléments et des préconisations qui vont être faites avec les maîtrises d'ouvrage. Voilà. Alors pour l'instant, c'est vrai que c'est régulièrement des sujets qui sont traités, on va dire, par secteur, par exemple avec SNCF Réseau, ou au niveau, par exemple, de sujets des quartiers de gare, etc. Donc ça va être traité avec certaines maîtrises d'ouvrage, mais disons que ces sujets commencent, on va dire, à être beaucoup plus prégnants là-dessus. Merci. Radia Warty, peut-être sur ce sujet. Oui, sur ce sujet, on est... côté SNCF Réseau et Gare et Connexion, c'est un sujet qu'on constate d'ores et déjà aujourd'hui en termes d'exploitation aujourd'hui de nos trains, en termes de maintenance de nos infrastructures. On constate d'ores et déjà aujourd'hui, avec la multiplication des tempêtes, avec les sécheresses l'été, avec les températures extrêmement hautes qui justement ne sont pas uniquement en été, tout un tas d'effets en fait sur la résilience de nos infrastructures. Donc on s'adapte en permanence. Vous avez vu qu'en termes d'exploitation, c'est un peu des expérimentations, mais qui commencent à faire leur effet. Il y a les stops circulation, où l'objectif c'est d'éviter d'envoyer des trains justement dans des zones où on aurait eu des trains des arbres sur les voies et derrière des naufragés qui attendraient que les bûcherons viennent enlever les arbres, puis les mainteneurs rétablir la caténaire ou tout dégât qui se serait provoqué. Donc déjà en termes de règles d'exploitation, il y a tout un tas de mesures qui sont prises par le gestionnaire d'infrastructure et qui permettent de s'adapter
au fil de l'eau. Et puis, sur votre question qui était plutôt comment on prévoit en fait la résilience des infrastructures demain à ce qui nous attend en termes de changement climatique. Là aussi, on fait des retours d'expérience sur des ouvrages d'art, par exemple, qui ont été faits notamment dans des zones où la sécheresse est forte, où il y a des crues décennales régulières. C'est particulièrement le cas en Occitanie et sur une infrastructure qui est aujourd'hui une ligne mixte qui accueille voyageurs et du fret ferroviaire, qui est le contournement Nîmes-Montpellier, où en fait on fait des retours d'expérience pour penser des référentiels sur des ouvrages d'art futurs, ou en fonction du déblai-remblai, ça va permettre en fait de favoriser l'écoulement naturel de l'eau et de penser en fait justement long terme pour pouvoir maintenir des infrastructures en s'adaptant. C'est un tronçon un peu de test, c'est ça? En tout cas, c'est une infrastructure qui existe aujourd'hui. Je sais bien, mais vous l'observez en particulier, vous l'avez choisie parce qu'elle était plus facilement effectivement susceptible avec les crues Cévenol, avec les crues Cévenol, la sécheresse, où voilà, on a un exemple extrêmement. Les incendies. Donc, non, mais c'est chouette quand même. À partir de retours d'expérience concrets, on est capable en fait de challenger nos ingénieristes pour que demain les futurs ouvrages d'art puissent anticiper les effets en termes de maintenance. Mais c'est sûr qu'on est face à des difficultés et sans doute des renchérissements de nos coûts de maintenance, de nos surveillances du réseau, de règles d'exploitation nouvelles à inventer demain pour pouvoir s'adapter à ce qui nous attend en termes de changement climatique. Merci beaucoup. C'est impressionnant quand on fait la liste. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ou sur d'autres? Ici, une question. Oui, Vincent Clair. Ma question est sur de l'infrastructure. Surtout, les cernes, c'est un changement finalement de la manière dont on utilise le train, en tout cas en région parisienne, une utilisation plus quotidienne. Et donc, les gares, en particulier les grandes gares importantes de nos villes, n'ont pas forcément été conçues pour ces flux, pour ces nouveaux flux. Et donc, comment adapter et quels sont les éléments pour adapter ces gares justement à une utilisation plus intensive? Moi, je pense à des exemples. On a des quais bas aujourd'hui en France. On a des quais qui sont très étroits, qui ne sont pas forcément conçus pour que les gens attendent dedans. Et ce sont des... comment cela est pris en compte? Merci. Radia Warti. Quand je parlais tout à l'heure d'études d'exploitation robustes pour penser les SERM, il y a le même pendant en fait, côté Gare et Connexion. Un bon SERM, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon des études radar qui permettent justement de finement planifier les investissements dans une gare, et c'est notamment en particulier des investissements liés à l'accessibilité, où là il y avait un retard extrêmement important en termes d'accessibilité des quais, et où on a quand même vu sur les 10-15 dernières années un rattrapage phénoménal en termes d'accessibilité dans nos gares. Et puis ensuite, il y a aussi la façon dont, dans une gare, on va penser l'exploitation au quotidien. Et c'est couplé avec le type de matériel roulant qu'on accueille. Effectivement, on ne met pas forcément sur un quai encombré ou étroit un type de matériel roulant qui permet de massifier l'emport en fait, et de faciliter les entrées-sorties des usagers. Donc il y a à la fois le hard qui est de rendre accessibles les quais, et ça c'est des programmes de mise en accessibilité où c'est également cofinancé avec l'État et les collectivités, qui sont des programmes planifiés sur plusieurs décennies, et où la France rattrape ce retard. Il y a eu plusieurs lois sur la mise en accessibilité, notamment des gares, qui ont permis d'accélérer, mais il y a encore des travaux. Et puis ensuite, il y a l'exploitation au quotidien, comment on gère les flux. Et ça, c'est une vraie compétence de SNCF Gare et Connexion aujourd'hui entre ses mains, puisqu'en fait,
depuis la loi de 2020, SNCF Gare et Connexions est devenu gestionnaire de plateforme. Ce n'est pas uniquement celui qui gère les 3000 gares sur le réseau français et les 1000 gares dans les SERM, les projets de SERM. C'est aussi devenu celui qui fait la régulation des flux, justement en lien avec les exploitants, en lien avec SNCF Réseau, pour permettre de réguler les flux et de les placer là où c'est possible d'accueillir le maximum de personnes. Et notamment en période de crise, type un accident en ligne, un retard important. On le voit particulièrement dans les gares parisiennes, où la régulation des flux, c'est devenu une vraie compétence pour justement éviter des accidents, éviter une panique qui soit exponentielle dans ces moments de flux importants. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question aux 3 intervenants qui Oui, sont là. bonjour, Stéphanie Moreau. Merci pour votre intervention. J'avais une question pour Radia. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous donner un nombre par rapport aux projets SERM qui sont en portefeuille auprès de tes équipes? Et celles-ci, d'après ce que j'ai pu comprendre de vos interventions au sein de SNCF Réseau, sont quand même en interface avec beaucoup de personnes en externe, mais aussi en interne, que ce soit les études, la programmation, l'ingénierie, et puis tout ce qui est travaux de modernisation, de régénération. Et est-ce que tu avais un exemple de nous donner comment un projet SERM a pu éventuellement venir impacter ou faire avancer ou reculer des projets qui avaient été programmés en modernisation, par exemple, ou en régénération? Alors, question complexe. Question interne, visiblement. En fait, SNCF Réseau et Gare et Connexions, parce que les SERM sont des projets dont l'épine dorsale et le ferroviaire, sont présents dans les, aujourd'hui, presque 30 SERM labellisés. Donc voilà, on est présent dans tous les projets de SERM, on accompagne les territoires, on accompagne les collectivités, on apporte notre expertise, on produit les études dès lors que les conventions de financement sont signées, parce qu'effectivement, on ne lève pas le stylo tant que le financement n'est pas en face. Donc voilà, ça c'est pour dire qu'on est présent dans l'ensemble des SERM en France, et que évidemment nous ne travaillons pas seuls, parce qu'un SERM, comme je le disais, c'est un projet collégial. On travaille avec les ingénieristes, les bureaux d'études qui souvent sont assistants à maîtrise d'ouvrage des collectivités. On travaille avec la SGP, la Société des grands projets, qui réalise dans, je crois, maintenant 17 ou 18 SERM les études de préfiguration, donc avant la phase statut. On travaille parfois avec les agences d'urbanisme. Il y a vraiment tout un écosystème extrêmement vaste dans les projets de SERM. Et où, en revanche, la compétence sur le ferroviaire, la compétence sur le domaine des gares, des quartiers de gare, des pôles d'échange multimodaux, c'est une compétence, excusez-moi du terme, régalienne de SNCF Réseau et Gare et Connexions, notamment sur la partie réseau exploité. Et ensuite, un exemple de SERM. Moi, je pense surtout à des projets de SERM qui sont adossés à des grands projets. J'en parlais tout à l'heure avec les 3 SERM du littoral azuréen, Nice, Toulon, Marseille, qui sont en fait dont le projet LNPCA et HPMV est une brique essentielle pour que ces projets de SERM se réalisent. Mais on a d'autres exemples avec, par exemple, le SERM de Rouen. Le SERM de Rouen, aujourd'hui, pour ceux qui s'y intéressent, le projet Ligne Nouvelle Paris-Normandie, qui a connu une phase de concertation l'année dernière, est en train un peu de repenser ce que sera les grandes briques de ce projet Ligne Nouvelle Paris-Normandie, dont on parle depuis déjà, je crois, 3 décennies, pour lesquelles Édouard Philippe est très attaché, mais pour lesquelles d'autres élus territoriaux sur tout cet axe se sont opposés. Et donc, le SERM de Rouen, en fait, sans la brique Ligne Nouvelle Paris-Normandie, c'est pas vraiment un projet. Et donc là, forcément, il va y avoir une revoyure du projet de SERM de Rouen à l'aune de ce que va découler de ce que doit être demain le nouveau projet Ligne Nouvelle Paris-Normandie. Parce qu'il faut une nouvelle gare à Rouen, c'est ça. Il faut une nouvelle gare à Rouen, c'est ça. Il faut une nouvelle gare à Rouen. Voilà. Oui. C'est le numéro spécial de Villerail Transport consacré au SERM évoque ce sujet. Je pense qu'on, voilà,
pourra le trouver, peut-être pas en sortant, mais vous êtes peut-être tous abonnés déjà. Voilà. Merci à tous, merci à vous 3 et à vous 5. Voilà, bravo.